Beverly, c'est au nord. Vous voyez d'ailleurs que Arkham est encore un peu plus au nord, mais pas très loin, hein. Ah oui, c'est vrai. Pas très loin. Bon, l'adresse qu'on vous a donnée, c'est en plein centre de Beverly. Pas loin d'ailleurs de Beverly Station. Qui est pas plus mal parce que vous prenez le tram. Donc en fait, vous allez y passer. Le tram passe sur ce pont d'ailleurs. Donc c'est une petite ville en plein développement dans les années 20. Il y a à peu près dans les 22 000 habitants quand même à Beverly. Au XVIIe siècle, c'était vraiment un petit village qui a été créé par des dissidents de Salem, c'est-à-dire en fait tous les gens qui n'étaient pas les premiers protestants qui sont arrivés pour fonder la ville de Salem. On a un certain nombre qui ont été forcés ou qui ont décidé de quitter la communauté, dont ceux qui ont créé Beverly. Elle est connue, et ça vous le savez, pour son rôle dans l'hystérie des sorcières. Puisque en fait un certain nombre de personnes résidentes dans ce petit village ont été accusées de sorcellerie et pendues pendant le procès des sorcières. Ça, tout le monde le sait en fait, que Beverly, c'est... enfin, vous le découvrirez sans doute beaucoup mieux dans certains livres, mais on va dire que ce n'est pas que à Salem qu'on a trouvé des sorcières, on en a trouvé un peu tout autour. Ensuite... elle a un riche passé révolutionnaire, cette ville. Lorsque il y a eu la guerre avec la guerre d'indépendance. Et notamment, elle est connue parce que c'est là qu'a été armée la goélette USS Anna en 1775, qui est un des bâtiments qui a coulé une grosse partie de la flotte britannique, en fait. Donc c'est parti aussi de Beverly. Après, le chemin de fer est arrivé, avec toute l'immigration qui s'en est suivie. Ça a attiré pas mal d'Irlandais, des Italiens, des Russes et des Suédois. C'est devenu une ville industrielle avec en principale activité une industrie autour de la chaussure. Et donc, la United Shoe Machinery Company, qui est la plus grosse usine qui a créé tous les emplois de Beverly, en fait, quasiment. Où travaillent encore énormément d'ouvriers aujourd'hui. Voilà, en gros, ça c'est la ville de Beverly, donc une ville assez industrielle. Et je vais voir si je peux juste vous montrer des photos. Un peu, hop. Pour le coup, j'ai appris quelque chose. Je savais pas que pour moi Salem c'était ce qui s'est passé sur les sorcières, c'était Salem. Je pensais pas que c'était les villes à côté aussi. Écoute, très heureux de t'apprendre des choses. Donc là, je peux même vous montrer plus précisément la carte de Beverly, déjà. Voilà, donc pareil, il y a un port, hein. C'est sur la baie. Le vieux village, il est plus au nord, là. Cove Village, en fait. C'était le village d'origine. Et puis là, on voit là où il y a toutes les rues et tout, c'est vraiment la partie industrielle, quoi. C'est là où les usines se sont mises, où les résidences des ouvriers se sont faites. Voilà, donc c'est le cœur de la ville, c'est là. Elle habite dans un de ces coins. J'aimerais néanmoins faire mieux que ça, et sans doute vous trouver une petite photo. C'est pas hyper gai comme photo. Mais il se trouve que c'est un des plus vieux cimetières. Tout compris, j'ai envie de dire, puisque en fait ce cimetière date du 17e. Donc il y a encore des très vieilles tombes qui sont même jusqu'à l'origine des persécutions autour des sorcières de Salem. Voilà. Et c'est connu que c'est un lieu historique, il y a des gens qui viennent visiter ce cimetière, etc. C'est en fait un peu un des endroits... Ça s'appelle le cimetière d'Abbott Street. Hop. C'est plus vieux, ça me semble... Enfin bon, on verra, mais... Ça serait plus vieux que celui qu'ils ont visité déjà ? Possiblement. Ah.
Donc vous allez arriver à l'adresse indiquée par ton coup de fil. C'est-à-dire... Hop là. Chez Elizabeth Murray. Donc c'est une maison très classique. Face à laquelle vous arrivez. Avec un petit porche, véranda. Et vous êtes sur le perron de cette maison pour l'instant. Bah, je frappe. Fais-moi un jet de sagesse. Ok. Hop. Sagesse, hop. Très bien. Tu frappes et tu vois que le rideau de la fenêtre s'écarte. Et tu vois le visage d'une jeune femme qui regarde. Je lui souris. Très bien. Et au bout de quelques minutes, la porte s'ouvre et tu te retrouves face à une jeune femme, plutôt, je dirais la trentaine, la petite trentaine, assez propre sur elle, élégante, avec des petites lunettes accrochées à une chaînette. Et elle vous regarde. Oui, je peux faire quelque chose pour vous, monsieur, madame. Bonjour, Miss Murray. Permettez-moi de me présenter. Stanley Greyfield. Et voici Kaya Olizinski. Nous sommes venus vous rendre visite car nous avons ouï dire sur certaines de vos recherches qui sembleraient relier l'une des affaires sur laquelle nous sommes. Nous sommes détectives privés. Ah, intéressant. Et en quoi mes recherches peuvent-elles intéresser un détective privé? Eh bien, voyez-vous, une série de crimes, déjà peut-être aussi pour vous avertir, vous êtes potentiellement peut-être mis en cause parce que ce que je vais vous apprendre, vous n'êtes pas sans savoir que les archives, le musée, il y a eu beaucoup d'agressions et de pillages. Vous voulez parler des vols au cadastre? Exactement. Ah, oui, oui, c'est sûr que c'est fâcheux. Surtout pour moi, je vous avoue que je passe beaucoup de temps là-bas et c'est pas, ça m'arrange pas. On s'amuse à voler les archives de la ville, c'est un problème, oui. Justement, Miss Olizinski, ici présente, était intéressée pour vous rencontrer et vous poser quelques questions au sujet de vos recherches sur les archives. Et je vous avoue que moi-même, j'aimerais avoir un petit peu plus de lumière sur cette affaire. Et peut-être que vos recherches sont liées à ces vols, voyez-vous. Car ces pillages sont liés aux anciennes familles qui sont elles-mêmes reliées à la chasse aux sorcières de l'époque. Ah, oui. Écoutez, pas de problème. J'étais en train de travailler, mais je peux prendre un peu de temps pour essayer de vous aider dans votre enquête, monsieur Greyfield. Mais entrez, je vous en prie. Elle sort de l'entrée de la porte pour vous laisser passer. Je laisse passer Kaya. Kaya, tu pénètres dans une maison. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas très luxueuse. Tu vois que, comme tu vois, le papier peint un peu décrépit. Bon, après, c'est pas laid. C'est décoré avec goût, mais tu sens qu'il n'y a pas de moyens, quoi. T'as l'habitude de ça. Hein. Tu sais que... Tu comprends assez vite que Miss Murray, elle roule pas sur l'or, quoi. Malgré que ça soit sa maison, visiblement, elle est dans un sale état. Elle vous laisse entrer, elle vous propose de vous débarrasser de vos manteaux et un porte-manteau dans l'entrée. Et elle vous fait rentrer dans un salon qui est un peu dans le même type d'état, où il y a un petit bureau. Et là, par contre, le bureau est encombré de papier, il y a une espèce de bibliothèque sur le côté qui est fournie de nombreux livres. Et vous voyez qu'elle a un modèle de machine à écrire qui est assez moderne hein, pour l'époque.
et que visiblement elle était en train de travailler sur un manuscrit quelconque. Elle vous invite à venir s'asseoir dans le salon. Je peux vous proposer quelque chose à boire ou... J'ai pas grand chose, hein, mais peut-être un peu de thé. Un petit peu de thé, oui, si. Avec plaisir, oui. Eh ben, écoutez, Merci. elle part quelques minutes vers le fond de la pièce. Il y a l'air d'avoir un petit couloir, sans doute une cuisine. Et vous êtes seul là dans le salon pendant quelques minutes. Je me lève, ouais, je regarde un petit peu les étagères, je regarde un petit peu sur quoi elle travaille, peut-être, s'il y a 2-3 papiers qui traînent. Bah, écoute, un sale réflexe. En fait, j'ai pas besoin de te faire de jet parce que tu comprends assez rapidement que la quasi-totalité de ces livres sont des livres d'histoire. Et il y a énormément de titres qui font référence à Salem et sa région, les procès de Salem. Enfin, tu comprends que son sujet de prédilection, c'est Salem, ses environs, le procès en sorcellerie. Alors, en fait, c'est pas une vraie bibliothèque, là, c'est comme plutôt une bibliothèque de documentation, t'as l'impression. Très spécialisée. Tout est sur un sujet, quoi. Et je dis au fur et à mesure, je suis là, c'est parfait. Kaya, bonne intuition que d'aller voir cette personne et d'avoir insisté. Je pense qu'elle en sait beaucoup, et elle pourra nous être d'une grande aide. Elle revient avec le thé. Et je me rassois. Et elle s'installe avec vous. Alors, dites-moi tout, si je comprends bien, enfin, moi, effectivement, vous savez, j'écris un livre actuellement sur les procès en sorcellerie qui ont eu lieu ici au XVIIe siècle, que vous devez connaître sans doute si vous habitez la ville. Voilà, je me suis beaucoup documenté au cadastre. Alors j'y ai passé de nombreuses heures à essayer de retrouver des pièces. Je suis aussi beaucoup allé à l'Essex Institute, hein, qui est très fourni. Et j'ai appris avec beaucoup de stupeur qu'on aurait pillé les réserves des cadastres. Mais après, je vois pas. Vous aviez l'air d'avoir un peu peur pour moi, mais je vois pas le rapport avec. Je suis pas la première à écrire un traité d'histoire sur le sujet. Oh, je vous rassure, je ne pense pas que vous soyez en danger, du moins immédiat, mais néanmoins ces individus font preuve d'une violence toute particulière et ils n'ont pas hésité déjà à rudoyer certaines personnes. Étant donné vos recherches, peut-être qu'elles sont en lien avec les nôtres. Notre affaire concerne la lignée des Winthrop, très exactement. Et nous sommes donc un petit peu en recherche de savoir pourquoi des gens perpétuent des agressions vis-à-vis notamment de notre client qui a été agressé, qui fait partie de la famille Winthrop. Et pourquoi il s'est fait rudoyer. Nous essayons de chercher le fin mot de cette histoire. Et étant donné que ce sont les mêmes personnes qui ont commis les pillages aux archives, nous nous sommes dit que peut-être rechercher ce qu'ils cherchent eux-mêmes pourrait nous aider à mener à bien cette affaire. Et Miss Olizinski, je pense à quelques questions à vous poser sur ce domaine. Je vous écoute, mademoiselle. Vous avez un complément, mais déjà, c'est intéressant. Le nom Winthrop, c'était effectivement pas n'importe quel nom à Salem. Oui, alors mon patron, Stanley, a bien résumé l'affaire. Effectivement, c'est un membre de la famille Winthrop qui nous a mandatés pour savoir pourquoi il y a eu un cambriolage chez lui. Mais visiblement, ces cambrioleurs un petit peu particuliers étaient à la recherche plutôt de documents relatifs à sa famille. Et ensuite, le cadastre et le tribunal ont été également cambriolés. Et en fait, vous voulez dire que c'est les mêmes, excusez-moi, vous voulez dire que c'est les mêmes qui l'ont... Oui,
Il semblerait, enfin, nous avons des minces indices, mais à chaque fois, les malotrus avaient un accent irlandais. Alors certes, c'est faible comme indice, mais vu qu'ils étaient tout le temps masqués à l'aide de foulards, on ne peut pas les identifier outre mesure. Mhm. Mais oui, il semblerait que ce soit les mêmes commanditaires, enfin les mêmes personnes. D'accord. Et Et donc, visiblement, vous êtes l'une des dernières personnes à avoir eu accès à ces documents au cadastre, sur la famille Winthrop notamment. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez consulté? oui, oui, oui. Bah, en fait, vous savez, dans mon livre, j'essaie de retracer un peu les descendances hein, des survivants, j'ai envie de dire, de l'affaire originelle, hein, des sorcières de Salem. Il y a un certain nombre de familles euh, dont les ancêtres ont pu être mêlés d'une manière ou d'une autre aux différents procès. Et les Winthrop en font partie, effectivement. Et je dois vous avouer que la mienne aussi, puisque j'ai une ancêtre qui a été pendue. Et d'ailleurs, ce qui explique mon intérêt pour le sujet, hein, moi je suis fervente partisane du fait que cette affaire était en fait une espèce d'hystérie collective, principalement tournée vers les femmes, hein, puisque c'est le gros des victimes de cette hystérie pour moi. Et j'essaye, comment dire, d'étayer cette thèse par toutes les pièces que j'arrive à trouver. Mais effectivement, les Winthrop font partie de l'histoire des sorcières de Salem. Je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà de l'ancêtre Winthrop. Cornelius? Voilà, Cornelius Winthrop. Cornelius Winthrop, c'est quand même un des grands mystères pour moi du procès, parce qu'en fait, il a été tout simplement pendu lui aussi. Déjà, c'est un homme qui a été pendu. Il y en a eu plusieurs, hein. Mais disons qu'ils étaient en minorité, mais donc Cornelius Winthrop a été pendu en septembre 1692. Hein. Par contre, et ça va vous donner très précisément les raisons de mes recherches, alors que le juge Corwin, qui est donc le juge qui a officié les recherches, les questions, les interrogatoires et qui a prononcé les exécutions et qui les a même parfois réalisées lui-même, eh bien ce juge, n'est-ce pas, il notait absolument tout hein, dans ses registres. Il a fallu d'ailleurs qu'il réponde en fait, de toutes ces pendaisons, hein, tous ces sévices, il n'y a pas que des pendaisons d'ailleurs. Donc monsieur Cornelius Winthrop a été pendu. Par contre, donc a priori suspecté de sorcellerie, hein, puisque sinon il n'y a pas d'autre raison de le pendre. Par contre, le shérif Corwin donc n'a jamais mentionné dans son registre d'enquête aucun rapport d'interrogatoire, aucune question. Il n'y a absolument aucune trace en fait de la raison pour laquelle M. Winthrop a été exécuté. Et bien évidemment, bah, ça éveille un peu la curiosité et les soupçons d'une femme comme moi qui essaye d'enquêter. Parce que forcément, on se demande ce que le Corwin a bien pu trouver à M. Winthrop pour le pendre. Alors que c'était déjà à l'époque une famille qui comptait à Salem. Oui, c'est assez intéressant, d'autant plus que la disparition de son épouse, Miss Campbell, Madame Campbell, Asenath Campbell, semble un peu plus énigmatique d'après les documents que nous avons. Alors, oui, effectivement, il n'y a quasiment aucune trace de cette Madame Campbell. Alors ça soulève quand même des questions hein, sur la rigueur de la généalogie de cette famille.
Mais effectivement, mais alors là, elle, pour le coup, j'en ai pas non plus aucune mention dans les victimes de cette chasse aux sorcières, hein. Euh, donc sur les Winthrop, c'est principalement ça, parce qu'après, d'ailleurs, si vous allez à l'Essex Institute, je peux peut-être vous aider. Elle va prendre un bout de papier et elle note deux, trois choses. Elle dit voilà, il y a un livre qui est quand même très très bien. Il n'est pas évident à trouver. Les grandes familles de Salem. Voilà, c'est un petit recueil qui a été fait il y a déjà une bonne trentaine d'années, qui reprend un peu l'histoire des familles de Salem. Et il me semble que la famille Winthrop, bien évidemment, il y a droit à un chapitre entier. Alors, moi, je n'ai noté que les choses qui faisaient référence au procès, hein, donc ce que je vous ai raconté, mais tout le reste de la lignée, ça ne m'intéressait pas vraiment. Donc, mais si vous allez y faire un tour, vous pourrez peut-être en apprendre plus. Je pense aussi d'ailleurs qu'il y a aussi un... Quelque part, vous devriez retrouver aussi... Vous savez, ils ont eu une période où c'était leurs fameuses usines de morue, là. C'était Oui, des grands, exactement. voilà, c'est des grands entrepreneurs, hein, de Salem. Il doit y avoir aussi un livre sur les maisons marchandes et industrielles de la ville, quelque part. Bah, en fait, l'Essex Institute, c'est vraiment la référence, hein, sur la ville en elle-même, je veux dire. Après, sur les sorcières, euh, en même temps, une fois qu'on a parlé de ce que je vous ai expliqué sur les Winthrop, je ne vois pas bien comment ça va vous aider dans votre enquête. J'ai lu dans un roman dernièrement, enfin pas un roman, excusez-moi, mais dans un ouvrage un petit peu lié à notre enquête, Je mens et on t'aimant, hein, je le dis pour les deux jeux, Mm. une personne, une sorcière en fait qui était décrite, et je lui fais la description de la jeune femme qui nous est apparue en rêve dernièrement. Euh, les traits distinctifs de cette jeune femme, vous rappelle-t-elle une personne qui aurait été décrite dans certains écrits? Euh, alors là, C'est un peu trop vague peut-être, oui. non, c'est pas ça, c'est que il y a en fait très peu de réelles descriptions physiques au sens où on l'entend. Dans les procès, enfin dans les comptes rendus de procès, ce sont souvent des choses qui sont, comment dire, réinterprétées par les yeux, hein, du shérif Corwin, qui lui-même, n'est-ce pas, n'avait pas l'air de porter les femmes dans son cœur. Par exemple, il y a une jeune esclave qui s'appelle Tituba, qui, euh, qui est directement une des premières à avoir été accusée de sorcellerie. Et qui venait des colonies anglaises, hein, qui était une esclave noire. Il l'a décrite, la description qu'il en fait, on pourrait penser qu'elle n'est pas humaine, si vous voulez. Donc, Ah bon? bah, c'est-à-dire que oui, il l'a décrit tellement comme une créature simiesque que Ah, c'en est. oui, non mais ah oui, bon, Ah, vous savez, pardon. aujourd'hui, des- Je... mademoiselle et monsieur, je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir une éducation, mais tout le monde n'a pas vraiment une âme humaniste, hein. Euh, je vais vous montrer d'ailleurs, je crois que j'ai dans un de mes livres. Tenez, regardez. Elle prend un de ses bouquins. Elle dit voilà, pour vous faire comprendre un petit peu la difficulté de la description, c'est que voici par exemple la description de cette Tituba dont je vous ai parlé. Hein, donc ça a été dessiné par quelqu'un qui l'aurait, n'est-ce pas, vu de ses propres yeux. Alors, on a quand même du mal à croire, on a quand même du mal à croire, si vous voulez, que cette jeune fille, avant, n'est-ce pas, de faire des crises d'hystérie et de se Mais retrouver pendue, avait déjà cette tête-là, alors qu'elle est censée s'occuper des enfants de sa maîtresse à l'époque, hein, vous voyez?
Donc, Oui, je comprends, mais on est quand même très loin des stéréotypes classiques. oui, oui, mais attendez, regardez celle-là aussi. Voilà, ça c'est la représentation, n'est-ce pas, il y a déjà ici plusieurs sorcières dans le bois, justement, de Beverly. Si vous voulez, en fait, c'est pour ça que j'écris ce livre. Il y a une forme d'hystérie qui s'est installée. Moi, voilà, j'ai du mal à croire que toutes les femmes contemporaines de cette période avaient des cornes qui se dressaient vers le ciel de cette manière-là. C'est en fait, c'est une vision totalement fantastique, pas romanesque si on veut, de cette histoire. Je pense que malheureusement la vérité était beaucoup plus cruelle. On a assassiné des femmes pour des raisons d'hystérie. Les temps changent, madame. Tenez, regardez, cet après-midi, il y a un rendez-vous, enfin, suite au combat des suffragettes, le statut de la femme commence enfin à être reconnu et d'ailleurs il va y avoir cet après-midi un rassemblement à ce sujet. Donc je pense que l'histoire va dans le bon sens, mais au contraire il faut en effet des ouvrages tels que le vôtre peuvent aider et contribuer aux avancements de la condition féminine. J'en suis sûr. Écoutez, je le souhaite. En tout cas, si je peux vous aider dans votre enquête lorsque vous avez des questions précises, Je vais vous donner ma le ferai. carte. Tenez. Je le ferai avec plaisir. Est-ce que vous n'êtes pas déjà allé voir Betty Johnson? Non, ce nom m'est inconnu pour l'instant. Bah, je pense que assez rapidement on va vous en parler parce que généralement toutes les personnes qui s'intéressent à cette période finissent à un moment ou à un autre par tomber dans ces filets. C'est une vieille femme qui habite à Denver. Vous savez qu'en fait c'est de Denver en fait que le vrai Salem était à Denver en fait. Oui, d'accord. Vous partagez l'opinion de Monsieur Jefferson sur le décalage des rues? Monsieur Jefferson. C'est la personne qui travaille au cadastre. Vous êtes allé. Non, bah je ne le connais pas. Non, mais c'est c'est pas une opinion, c'est un fait historique en fait. La ville de Salem, à l'époque, était en fait le vrai Salem, le village originel de Salem, se situait à l'actuel Denver. D'accord. Voilà. Après, il s'est déporté jusqu'au Salem où nous sommes aujourd'hui, mais le tout premier, si vous voulez, la première colonie s'est faite à Denver. Et donc, il y a cette vieille, cette femme, Betty Johnson, qui est comment dire, bon, qui n'est pas quelqu'un qui a vraiment fait d'études, mais qui a une boutique dans laquelle elle dirait qu'elle apporte des lumières aux gens qui s'intéressent à l'histoire. Je dirais plutôt qu'elle les excroque avec des souvenirs et des objets sans intérêt qu'elle a elle-même confectionnés en vous faisant croire qu'en fait ils sont d'époque. Mais aussi, c'est une mine inépuisable d'histoire sur ce qui s'est passé à l'époque, franchement, comme si elle y était, quoi. Comme si elle y avait vécu, comme si... Voilà, donc je pense qu'à un moment ou à un autre, on finira par vous dire d'aller la voir. Si vous le faites, prenez tout son fatras d'informations avec vraiment des pincettes. Moi-même, je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai essayé d'en tirer quelque chose. Bon, elle a une connaissance quand même, mais bon, j'ai l'impression une partie de choses qu'elle invente tout de même. D'accord. Et elle te donne l'adresse de la boutique à Denver. Voilà. Entre l'Essex Institute et Betty Johnson, je pense que vous aurez fait le tour. Écoutez, vous nous êtes d'une précieuse aide. De notre côté, si vous avez besoin de l'arbre généalogique, par exemple des Winthrop, je l'ai à disposition si cela vous intéresse de le consulter. Alors, moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est si vous tombez un moment ou un autre sur un livre ou quelque chose de première main, vous voyez, je comprends, perdu chez un antiquaire ou
Quelque chose qui amène vraiment une vision réelle de l'époque. Ouais. Parce que le problème, encore une fois, c'est que la base d'étude de cette histoire, ce sont les comptes rendus du shérif Corwin. D'ailleurs, vous savez que son descendant existe encore. C'est un notable de Salem. Donc, si vous voulez, le shérif Corwin, forcément, il est pas très impartial. Donc c'est très difficile d'avoir d'autres sources. Après, ce ne sont que des réinterprétations et des réinterprétations au fil des âges. Moi, ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est pour ça aussi que j'étais au Canada, c'est de trouver quelqu'un qui pourrait posséder un ouvrage ou des notes ou quelque chose qui proviendrait d'une des victimes de ce procès, par exemple. Peut-être un journal intime ou quelque chose. Enfin, j'en sais rien, j'imagine que ça doit exister. Je me mets dans la peau de ces femmes qui ont été pourchassées pendant des années. Alors, elles n'étaient pas lettrées. Certaines d'entre elles, peut-être, auraient pu. Enfin, voilà. Si vous avez quelque chose de cet ordre, ça m'intéresse. Si on trouve quelque chose qui correspond à vos attentes, vous serez la première informée. Mais je vous encourage quand même à faire un petit peu preuve d'un petit peu plus de vigilance dans les jours qui viennent. Et méfiez-vous surtout, c'est des personnes avec un fort accent irlandais. Les Irlandais, mais c'est pas ce qui manque à Beverly. Et oui, je comprends. L'usine de chaussures est remplie d'Irlandais. Oui, en fait, soyez un petit peu plus vigilante. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, oui, c'est vrai. Comptez sur moi. Et si vous avez besoin d'aide, vous avez mon adresse. Laissez un message au pire et nous viendrons le plus vite possible. Merci pour votre proposition. Elle a pris ta carte. Et elle va vous accompagner à la porte. Qu'est-ce que vous comptez faire? Il s'est passé une demi-heure pour y aller, 1 heure pour d'entrevue. Il va bientôt être 11h du matin. On va se mettre en route, je pense. Pour aller à l'Essex Institute? Oui. Enfin, à moins que... Qu'est-ce que vous pensez de cette entrevue, ma chère Kaya? Une personne qui finalement... Oui, allez-y, je vous prie. Elle nous a donné des pistes. J'attendais des choses concrètes sur les documents. Voilà, j'aurais voulu qu'elle me dise j'ai cherché tel document, etc. Mais finalement, on a des informations, enfin d'autres pistes, d'autres personnes, des noms de livres, un peu plus d'éclaircissement sur, un tout petit peu plus sur Cornelius Winthrop, Betty Johnson, je ne sais quoi en penser. Elle a l'air un petit peu particulière. En fait, je pense que Milo a bien fait de ne pas venir, en fait, parce que cette personne aborde la situation d'un point de vue très terre-à-terre et très politique, en fait. Historique, oui, même. Historique. Et je pense que il se serait bien ennuyé. Peut-être qu'il s'amusera avec Betty Johnson. Je pense que ça a l'air d'être quelqu'un qui conviendra un peu mieux. Il sera comme un poisson dans l'eau. Il faudra même le surveiller pour pas qu'il ne revienne avec trop d'objets. Vous vous dirigez vers l'Essex Institute? Exactement. Oui. Très bien. Pendant ce temps-là, très chers amis, de l'autre côté, effectivement, votre entrevue avec ce cher antiquaire n'a pas pris un temps incroyable, malgré qu'il vous ait délesté de $10. Et vous allez vous diriger vers Gallow Hills, qui est à l'opposé ici. Vous voyez en bas à gauche, sur la carte, tout en bas à gauche. Oui. Donc il faut traverser en fait McIntyre, qui est donc le quartier historique des belles maisons, etc., plutôt riche. Alors Gallow Hills, c'est tout autre chose. Alors c'est vraiment un quartier intéressant parce que c'est aussi de là qu'est parti le feu du grand incendie. Et donc Gallow Hills, dans les années 20, c'est toujours un quartier ouvrier, lui aussi, qui est connu pour une histoire sombre, qui est celle de Proctor's Ledge. Proctor's Ledge, c'est ici. C'est une colline sur laquelle a eu lieu les pendaisons des procès de sorcières de 1692.
donc qui se situe ici au numéro 23 de Gallow Hills. Autrefois, à l'époque, c'était des terres agricoles. Vers 1850, ça s'est construit pour loger les ouvriers des tanneries et des usines de cuir, qui étaient en fait la principale industrie de Gallow Hills. Et ça a attiré aussi une forte communauté d'immigrants irlandais. Et en fait, le grand incendie de 1914, excusez-moi, a démarré justement pas loin d'une de ces usines de cuir de Gallow Hills. Et s'est répandu à travers tout Salem en partant de là, en détruisant les 2 tiers du quartier. Donc tout a été rebâti dans ce quartier, avec... tout en conservant une industrie du cuir assez forte, et une identité ouvrière aussi assez forte. Il y a beaucoup d'entrepôts, il y a beaucoup de lieux de stockage, voilà. C'est moins un no man's land entre guillemets que The Point. Il y a plus de gens qui habitent sur place, mais c'est un quartier assez pauvre quand même, quoi. Et au milieu de ce quartier, il y a une petite boutique. Une petite boutique d'antiquaire. Là voilà. Petite boutique d'antiquaire qui est tenue par une certaine Lizzie Jackson, que tu connais donc particulièrement bien, mon cher Milo. Lizzie Jackson, que tu connais depuis un certain temps et qui, en fait, tu le sais, c'est sur Abbott Street, sa boutique. 2 samedis soirs par mois, elle organise, en fait, des ventes un peu spéciales dans un entrepôt qui est adjacent à sa boutique. Et lors de ces ventes, un certain nombre de collections qui sont habituellement sous clé, des collections privées, sont mises aux enchères des acheteurs et des collectionneurs privés, amateurs d'occultisme. Donc, tu as été amené à plusieurs fois t'y rendre. Certains objets en ta possession ont été acquis dans cet endroit, sache-le. Et tu la considères comme quelqu'un qui a un certain nombre de connaissances dans le domaine que tu aimes toi-même. Et vous allez tous les deux... Alors toi, t'es un peu mal à l'aise, May, parce que bon... Du coup, tu te retrouves chez un antiquaire un peu particulier. Et vous allez rentrer dans cette boutique où se trouve cette femme qui, lorsqu'elle vous voit, regarde Milo, fait un petit sourire, regarde May, puis vient te voir. Et salut Lizzie. Très étrangement pour toi, May, elle l'embrasse sur la joue 2 fois. Et même 3 fois. Et il te semble aussi qu'elle fait un truc très bizarre, c'est qu'en même temps qu'elle l'embrasse, elle tapote 3 fois sur son épaule droite. Ok, j'observe, mais moi je me fais la plus discrète possible. Comment vas-tu, mon cher Milo? Eh bien, plutôt pas mal, Lizzie. Et toi, les affaires se portent bien? C'est calme, c'est calme. C'est l'automne, il fait froid, les gens devraient normalement profiter de cela pour lire un livre qui les transporte ailleurs. Mais visiblement, ça les dérange de venir à la boutique, donc je ne vois pas grand monde, pour tout te dire. Tu ne me présentes pas ton ami ? Si, bien sûr. Je te présente May, une bonne amie à moi, avec qui je travaille sur différentes affaires et qui m'aide. Bonjour madame.
Elle te dévisage un peu. Bonjour mademoiselle, vous êtes fervente vous aussi d'antiquités et de livres anciens? Oui. Hmm. Silence. May est à la découverte de différentes sciences, nous allons dire. Hmm. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour s'ouvrir à ce monde, n'est-ce pas? Sûr. Ce ne sera pas la première étudiante que vous aurez, enfin, que tu auras initiée, mon cher. Silence. Ouais, moi, je suis super étonnée. J'ose rien dire. Lizzie, je viens te voir parce que, figure-toi, je suis sur des recherches un peu sur le passé de Salem, les sorcières, tout ça. Et j'ai pu, en la compagnie de mon ami, me rendre au cimetière, par exemple, ou voilà, à des endroits propices, à des endroits. Oui, bien sûr. Et nous avons eu l'impression d'être chaperonnés. Ah. Tu veux dire... Comme si une silhouette, quelqu'un que je n'arrive pas à saisir, me prévenait, me mettait en garde, peut-être pour me protéger, en me laissant des messages. Et je crois que j'en ai un sur moi, sinon May doit en avoir un et me le passer. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est cette espèce de signature. Et donc je lui montre le message et je lui montre en bas du message les deux petites têtes, les deux petits crânes comme ça, peut-être faits à l'encre, au fusain, je ne sais pas trop quel est l'objet utilisé, qui revient sur chacun des messages. Est-ce que ce symbole-là te parle, te fait écho chez toi? Est-ce que tu connaîtrais peut-être une société qui... Écoute, déjà regarde, visiblement ça a été tracé à la main, avec une certaine minutie. J'aurais tendance à penser que la personne qui a fait ça est quelqu'un de très précieux, très... Enfin, il a fallu y mettre le temps, hein. Regarde, et là, elle te montre en fait et regarde, la distance entre les orbites, tout ça, c'est exactement la même sur les deux dessins, alors que tout a été fait à la main, donc j'imagine qu'il est quelqu'un avec une certaine agilité, dextérité dans le dessin, je ne sais pas. Après, le symbole, elle se retourne en fait vers le fond de la boutique. Dans le fond de la boutique, vous avez un tableau. Des vanités. Voilà, le symbole, comment dire? Tu sais comme moi que le crâne peut nous renvoyer vers de tellement nombreuses pistes, depuis les sociétés secrètes jusqu'au fait aux penseurs philosophiques, enfin, aux philosophes, à la... Enfin, je veux dire, c'est presque... Enfin, en tout cas, rien qui associe deux crânes de cette manière-là. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et le crâne en lui-même, bien sûr... Je n'ai pas... je réfléchissais au dernier client que j'ai eu, qui cherchait des choses un peu particulières. Il ne semble pas qu'on ait demandé ça. Non. J'ai eu... Elle a l'air d'hésiter à continuer à parler 2 secondes. Et des livres sur les rêves, les mondes parallèles. Tu veux dire ta marotte? Ça, quelque sorte. non, mais je sais, j'ai entendu ce que tu recherchais la dernière fois, mais ce genre de livre, comme tu le sais, t'as quand même plus de chances de les trouver à la bibliothèque d'Arkham, on est d'accord que... Là, On est d'accord. oui, en ce moment, si tu descendais, si tu venais à l'entrepôt avec moi, tu verrais que
Bon, il n'y a pas grand-chose en ce moment, mais en fait... Ah si, j'ai une femme assez mystérieuse qui cherchait un... Qui cherchait un livre. Attends. J'ai ce chinois là. Chinois? Elle est en train de fouiller dans un registre en fait. Ce chinois, du coup, là, je prends la parole. C'est un chinois? Oui, un chinois, oui, un chinois. Enfin, un gentleman d'origine asiatique, si j'ose dire, qui il m'a acheté récemment un dessin qui aurait été en fait arraché d'un certain tome, lui-même assez rare. Mais c'est tout ça pour dire que les livres, il y en a, en ce moment, j'en ai pas des masses, mais à part ce dessin et ce... Attends, j'ai dû noter quelque part. Je note normalement toutes les personnes. Comment ça fait Ah oui, voilà, elle a signé là. YD. Ouais, non, ça va pas beaucoup nous aider. YD. Et alors le problème c'est quel était ce livre déjà? Il y a tellement de titres, comme tu le sais toi-même. Je me rappelle plus si c'était... Ah, il semble que ça soit assez ancien. Bon, je l'ai pas trouvé. Hein. Elle m'avait juste laissé ses initiales, visiblement, en me disant qu'elle repasserait à la boutique. Pour l'instant, je l'ai pas trouvé. Le Testament des siècles ou quelque chose comme ça? Alors, c'est très très intéressant. C'est ça, hein, je crois que c'est le Testament des siècles, il me semble. Écoute, un vieux recueil. Donc elle m'a pas vraiment dit grand chose, si ce n'est que potentiellement il serait écrit dans une langue que je ne maîtriserais pas. Elle m'a parlé de schémas à l'intérieur. D'ailleurs, c'était assez étrange parce qu'elle me dit que c'était un vieux recueil et en même temps, les schémas dont elle me parle, j'ai l'impression qu'elle décrivait des machineries. Donc voilà, en ce moment, c'est les seuls clients que j'ai vu passer, à part, oui, il y en a aussi un qui m'a acheté une table de Ouija qui visiblement est hantée, donc écoute, Et le chinois, il a laissé des initiales? non. Alors, le chinois a acheté ce dessin à bon prix. Comment vous dire? Bon, Milo, tu sais que enfin, tu sais que en fait, c'est difficile de me mettre mal à l'aise. T'es d'accord? ouais. Bon, à ce chinois, il y est arrivé quand même. Il y a un truc avec ce chinois qui est un peu dérangeant. Il a un visage un peu. J'avais l'impression qu'il avait comme un masque en cire à la place du visage. Tu vois, les traits figés, le côté. Je veux pas avoir l'air de donner l'impression de me moquer, n'est-ce pas, de vos compatriotes, mais je veux dire, c'est qu'il avait un visage très figé, très dérangeant. Et quand il parlait, tu voyais quand même sa bouche bouger ou... Ah oui, 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 non, non, attends, c'était quand je fais allusion à un masque en cire, non, enfin, je ne pense pas que c'en était un, hein, puisque sinon, quand même, je m'en serais rendu compte. Et sais-tu de quel tome ce dessin était arraché ou... Attends, je vais quand même regarder. Ah non, attends, voilà, ça y est, je m'en vais là, tu vois. Heureusement que tu me poses cette question, en fait. Oui, le dessin est censé appartenir à un livre
d'un certain Lucas Strazevicius, qui date de 1872, qui s'appelle La mort des siècles. C'est ça, la mort. Ça me disait quelque chose, mais c'est ce livre, La mort des siècles, de Lucas Strazevicius. Voilà, moi je n'ai pas du tout... C'est un occultiste russe, visiblement. Pardon, excusez-moi, le livre s'appelle comment? La mort des siècles. Non, en fait, j'ai confondu avec celui de Madame YD. Madame YD recherchait un livre d'un certain E. Delaunay qui s'appelait, je ne sais pas, parce que, encore une fois, je n'ai jamais vu ce livre. Religion archaïque, la lisière primitive. Voilà, ça c'est ce qu'elle recherchait. La mort des siècles, c'est le tome, n'est-ce pas, que je n'ai jamais eu entre les mains, puisque moi, tout ce que j'ai récupéré, c'est cette enluminure, enfin, ce dessin, que j'ai vu d'ailleurs. C'était une espèce de stèle. Il a acheté à vraiment un bon prix, quoi. Ce qui est assez rare parce que franchement, je veux dire, c'est Une stèle qui était nommée, qui... non, il y avait si, elle avait c'est difficile. Elle avait, si tu veux, des symboles. Elle était recouverte de symboles, cette stèle. Par contre, le livre en question, je ne l'ai pas vu. Hein. C'est en fait un autre collectionneur qui m'a fait parvenir ce dessin en m'assurant qu'il était extrait de ce livre. Livre qui lui-même, visiblement, impossible de retracer jusqu'au livre pour moi, en tout cas. Mais en tout cas, je suis sûr que cette page en venait. Hein. Je n'ai pas vendu quelque chose sans en être certaine. Et il avait l'air aussi assez convaincu que c'était ce qu'il cherchait, hein, pour tout dire. Ah oui, il y a quelque chose aussi. Ce type-là, ce qui m'a mis mal à l'aise, c'est qu'il dégageait une espèce d'odeur de camomille. Moi, pendant qu'il discute, je m'approche du tableau Oui. et je regarde s'il y a une signature. Sur le tableau? Oui. Il y a écrit J. Gardner. Quoi? Ah, Non. du coup, j'ai un moment de fébrilité. Et je me retourne vers Lizzie Jackson et je dis, mais ce tableau, vous l'avez eu où? Ça dans une braderie. Vous en connaissez l'auteur? J'ai vu qu'il était signé, mais je vous avoue que j'ai aucune idée de qui est ce peintre exactement. Vous le vendez? Elle a l'air d'hésiter. Pourquoi pas? Milo, tu t'intéresses à la peinture? Je fais signe à Milo pour qu'il vienne voir Je la m'approche. signature. Mais un peu discrètement pour pas qu'elle se dise que ça a de la valeur. Je m'approche. Je regarde la signature. Je me retourne à Lizzie, tu sais, cette vanité, voilà, elle fait vibrer des cordes sensibles et mon ami semble intéressé, donc si tu d'avant, pourquoi pas. Fais-moi un jet de relation.
Oh. Elle décroche, elle commence à aller vers un coin de la pièce où il y a une espèce de grande feuille de papier un peu cartonnée. Et qu'elle m'entoure autour des tableaux, elle fait... Tu sais quoi, Milo? Ce tableau, je te le donne. Pour moi, il n'a pas une grande valeur. Et écoute, à charge de revanche, si tu entends parler d'un client ou si toi-même tu es intéressé par quelque chose, écoute, prochain samedi, viens, assiste un peu à la vente ou amène-moi du monde parce que j'aimerais bien faire marcher un peu plus ce magasin. J'ai peut-être quelqu'un qui pourrait être intéressé, effectivement. Je viendrai. Et si tu entends parler, méfie-toi de cet homme qui sent la camomille. Il est dangereux. De toute façon, très sincèrement, lorsqu'il a payé, qu'il est parti avec sa page, j'étais rassuré en fait pour tout te dire, et je me suis dit que de toute manière, je ne referais pas affaire avec lui. Ah, tu as bien raison. Il y a quelque chose de malsain. Et cette YD, si tu arrives à avoir son nom complet, ou je sais que elle va repasser voir si tu as le livre. Je t'avoue, Lizzie, que si tu as le livre, j'aimerais bien être prévenu aussi. Je le ferai, t'inquiète pas. Je le ferai. Après, je n'ai absolument aucune piste pour le trouver. Et elle avait l'air de vraiment y tenir. Je dis pas du tout ça pour faire monter la cote du livre ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que elle avait l'air de vraiment y tenir. Connais-tu, Lizzie, Earl Jefferson? Jefferson, non, ça me dit rien. Peut-être que je viendrai avec ce nouvel ami prochain samedi. Parfait. Tant que tu garantis sa discrétion, tu sais que le samedi, c'est pas comme la boutique, c'est comité réduit. Je m'en assurerai auparavant, bien évidemment. Et merci. Au revoir, mademoiselle. Je me rapproche d'elle Merci. et je lui dis au revoir comme elle m'a accueilli en fait. Donc tu les vois faire une triple accolade. Et vous sortez dans la rue, dans laquelle il y a une légère bruine qui s'est levée. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez vous rendre, vous aussi, à l'Essex Institute? Il s'est passé combien de temps? 1 heure, on va dire que on va vous raccorder pour vous retrouver à peu près à 11h30 à l'Essex Institute. Ce qui serait bien avant, mais si tu le permets, c'est que sur le chemin, nous faisions un arrêt au Proctor's Ledge.